Bienvenue à tous dans ce journal. Les passeports biométriques sont désormais disponibles. La mise en place de ce nouveau document de voyage a été lancée par le Premier ministre chef du gouvernement. Ouverture à Conakry des travaux de la revue de planification des activités du programme de productivité agricole financé par le Japon, les actions passées et les perspectives dans ce journal avec Fodé Camara. Conakry ville propre, depuis quelque temps, vous le savez, le gouvernement a lancé une opération d'assainissement de la capitale et des villes de l'intérieur. Mais avec l'arrivée annoncée du roi du Maroc, cette initiative prend un nouvel élan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons sur une série de décrets. Décret D/2014 041 PRG SGG portant nomination de hauts cadres au ministère délégué au budget. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire général, M. André Loa, précédemment conseiller chargé du suivi au ministère de l'économie et des finances. 2. Chef de cabinet, Mme Nanouma Faro, précédemment conseillère chargée des questions économiques et financières au ministère de l'économie et des finances. 3. Conseiller principal, M. Sanossi Dabo, précédemment secrétaire général au ministère délégué au budget. 4. Conseil juridique, M. Mamadou Saïdouba, confirmé. 6. Conseil fiscal, M. Mamadouba Silla, ancien directeur général des impôts. 6. Conseil chargé de la qualité des dépenses, M. Yacouba Bari, confirmé. 7. Conseil chargé de mission, Dr Sekouzed Kaba, précédemment assistant du chef de cabinet au ministère de l'économie et des finances. 8. Attaché de cabinet, M. Mohamed Lamine Traoré, inspecteur des services financiers et comptables. 9. Directeur national du budget, M. Amadou Silla, confirmé. 10. Directeur national adjoint du budget, M. Abraham Richard Kamano, confirmé. 11. Directeur général des douanes, colonel Toumani Sangari, confirmé. 12. Directeur général adjoint des douanes, lieutenant-colonel Oubou Zézé Gilavogui. 13. Directeur national des impôts, M. Wawa Monemo, confirmé. 14. Directeur national adjoint des impôts, M. Sekoumaï Djara, confirmé. 15. Directrice nationale de la comptabilité matière et du matériel, Mme Bangoura Niale Kondé, confirmé. 16. Directeur national adjoint de la comptabilité matière et du matériel, M. Ansouman Diawara, expert en gestion de patrimoine. 17. Directeur national des systèmes informatiques, M. Ibrahima Khalil Diané, confirmé. 18. Directeur national adjoint des systèmes informatiques, M. Ernest Gilavogui. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 24 février 2014, signé professeur Alpha Condé. Décret D/2014/042/PRG/SGG portant rappel d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Chérif Blaise, ambassadeur de la République de Guinée à Washington, est rappelé. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. À Conakry, le 24 février 2014, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République a présenté ce matin ses condoléances à la famille Sultan suite au décès de la mère du ministre de l'Agriculture, Mme Jacqueline Sultan. Le chef de l'État est accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Mohamed Lamine Souma. C'était l'une des valeurs sûres du système éducatif guinéen. Madame Sultan, née Mariam Traoré, est décédée ce lundi 24 février 2014 à 8 h du matin à son domicile de Landria dans la commune de Dixin. Elle était âgée de 94 ans. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu dans la maison mortuaire pour présenter ses condoléances au veuf Dr Gabriel Sultan et ses grands-enfants au nombre de 6, parmi lesquels l'ancien ministre des Postes et Télécommunications, Jean-Claude Sultan, grand frère de l'actuel ministre de l'Agriculture, Jacqueline Sultan,
en mission. Également, de nombreux petits-fils. Adepte d'un enseignement de qualité, Mme Sultan était diplômée de l'école normale d'institutrice Rufisque du Sénégal, de l'Afrique occidentale française, AOF. Pour avoir été brillante institutrice, directrice de l'ex-CER de Boulbiné, l'actuel collège de Boulbiné, directrice de l'éducation de Conakry et inspectrice de l'éducation, tous les Guinéens ou presque se reconnaissent en elle. C'est ce qui explique la présence des deux ex-premières dames de la République, Mme André Touré et Agnès Conté, auprès de la famille éplorée, mais aussi de nombreuses autres grandes personnalités et hauts cadres de l'État. Durant ces années d'exercice, feu Mme Sultan exigeait de ses élèves d'être travailleurs, corrects, propres et assidus. En elle, la Guinée perd l'une de ses valeurs sûres et braves femmes. Paix à l'âme de Mme Sultan, née Mariam Traoré. Amen. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé au lancement des activités de la mise en place des passeports biométriques, a précisé que ce document de voyage comporte 17 éléments de sécurisation, un projet rendu possible grâce à l'expertise de la société malaisienne Iris. Adi Kamara nous signe ce reportage. Cette activité concerne la mise en place de nouveaux passeports biométriques en Guinée grâce au professeur Alpha Condé. Ces documents, qui respectent toutes les normes internationales de sécurité et de fiabilité, présentent des différentes couleurs selon les types de passeports ordinaires, diplomatiques et de service. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle phase de l'évolution de nos documents de voyage. Les passeports biométriques dont on vous a présenté les spécimens sont des passeports sécurisés, hautement sécurisés. Et toutes les dispositions sont prises pour éviter une distribution anarchique. Dans les conditions normales, ces passeports ne seront délivrés qu'à des Guinéens. Le président directeur général de la société malaisienne Iris a saisi l'occasion pour faire un bref aperçu sur l'historique et la performance de cette structure de renommée internationale en matière de livraison des passeports biométriques. Depuis 1998, la Malaisie était le premier pays à produire un passeport biométrique. Le Premier ministre d'alors, Mahathir, qui a demandé à l'entreprise Iris d'inventer un passeport devant mettre fin à la fraude que le passeport malaisien avait commencé à connaître. Il y avait beaucoup de soupçons autour du passeport malaisien dans les autres pays. Le Premier ministre s'est tout d'abord réjoui de la mise en place de ces documents de voyage en Guinée avant d'exhorter les services compétents en la matière à plus de rigueur et de sens de responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes heureux que ces passeports biométriques soient enfin délivrés. Cela va sécuriser les voyageurs, ça va sécuriser nos partenaires. Notre souhait exprimé ici tout à l'heure, c'est que ces passeports soient utilisés de façon rationnelle et que ces passeports soient dans un processus globalement sécurisé, c'est-à-dire depuis l'établissement des pièces administratives qui doivent permettre à quelqu'un d'accéder à ces passeports. Et il faudrait donc que les agents de l'État qui opèrent sur toute la ligne fassent preuve, n'est-ce pas, d'engagement, de sérieux et de transparence et d'honnêteté. Avec la mise en place de ces passeports biométriques, la Guinée s'inscrit dans une nouvelle éthique et de crédibilité sous l'impulsion du professeur Alpha Condé. Fini la visite du ministre du Plan dans les 5 communes de la capitale.
Objectif, sensibiliser les populations à se faire recenser et encourager les agents recenseurs à bien faire le travail qui leur est confié. Le chef du département du Plat a signifié au cours de cette visite l'importance de ce troisième recensement général de la population et de l'habitation, une opération qui permettra au gouvernement d'actualiser ses données statistiques et de mener sa politique de développement sur des bases fiables. Reportage Sekou Kourouma Fernand. Au 1er mars, le troisième recensement général de la population et de l'habitation démarrera sur toute l'étendue du territoire national. C'est en prélude à cette opération que le ministre du Plan a visité les centres de formation des agents recenseurs dans la région administrative de Conakry. Tout en encourageant les agents au travail bien fait, Sekou Traoré a souligné que ce recensement est majeur pour la Guinée, car, a-t-il dit, la planification des projets de développement du gouvernement et les aides des bailleurs de fonds en dépendront en grande partie. Ce recensement est un recensement statistique, scientifique, pour que la Guinée puisse avoir désormais le chiffre réel sur l'effectif total de sa population. Donc, deuxième facteur, c'est la formation, la compétence des agents recenseurs. S'ils ne sont pas bien formés, il y a très peu de chance d'avoir le chiffre fiable. Le troisième facteur, c'est l'argent financier. Le recensement coûte très cher, nos partenaires nous aident, parce que c'est aussi important pour eux que pour nous. À la lueur de la formation reçue, certains agents recenseurs mesurent la portée de cette opération. Ça va permettre à savoir quels sont ceux qui sont instruits ou ceux qui sont dans des difficultés. Par exemple, l'électricité. Ça pourra permettre à l'EDG de pouvoir donner beaucoup de watts d'électricité. Et non seulement à l'eau aussi, pouvoir mettre beaucoup de cubes d'eau. Mais si on ne connaît pas le nombre de la population, on ne peut pas aboutir à tout ça. Il faut connaître le nombre de la population guinéenne, il faut connaître le nombre des étrangers en Guinée, il faut connaître également les biens des ménages, puisque c'est ce qui nous permet non seulement pour que le gouvernement ait une mainmise sur l'ensemble du bien de la population en République de Guinée. Financé à hauteur de 9 millions de dollars par le gouvernement et ses partenaires, les Nations Unies exigent ce recensement à tous les pays du monde sur une échéance de 10 ans. Et puis, début des travaux de la réunion de revue de la planification des activités du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Pendant 3 jours, les représentants des pays membres de la Mano River Union vont jeter un regard rétrospectif sur les activités déjà réalisées avant de définir les perspectives pour 2014. Fodé Camara. En 2 ans, l'OAP, programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, a fait du chemin. Plus de 1300 tonnes de semences de riz certifiées en 2012 et 3000 tonnes en 2013. Dans les grands bassins de production, des variétés améliorées, développant une bonne tolérance aux maladies et offrant un goût et un rendement satisfaisant sont en cours de diffusion. Sous la bannière de la Mano River Union pour ouvrir une plateforme d'échange d'expériences version 2014 entre les pays bénéficiaires de ce programme, la Guinée accueille la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Nous avons chaque année des inondations, la sécheresse, parce que nos paysans n'ont pas cet appui encore des données météorologiques qui vont permettre d'avoir la prévention. Fruit d'un don du Japon avec un appui technique de la Banque mondiale, l'OAP est un instrument de relance de la coopération régionale par le biais de l'agriculture. Il repose sur une approche de promotion d'une synergie entre les chercheurs, les conseillers agricoles et les producteurs. Sur le plan des décaissements, l'OAP Guinée a pu décaisser au 31 décembre 2013 près de 48% du montant du don. Ce résultat appréciable a permis à la Guinée d'occuper une position confortable parmi les 7 pays couverts par le PPA-OAP-1C. Durant 3 jours, les participants de la réunion de revue et de planification des activités du programme de productivité agricole vont s'atteler à l'élaboration de projets de recherche, sans oublier le suivi des prix et des flux transfrontaliers de sortie du riz par la mise en place d'un observatoire de la sécurité alimentaire.
Dans l'actualité également, dans quelques jours, la Guinée va recevoir le roi chérifien Mohamed VI. Ce sera la première visite d'un souverain marocain dans notre pays. La Guinée, qui entretient de solides relations avec le Maroc, s'apprête à vivre l'un des plus grands moments de la coopération avec le royaume chérifien. Suivez ce commentaire signé Mamadou Badjoubati. La Guinée reçoit Sa Majesté le roi du Maroc. La Guinée ne doute point que ses filles et fils, sa jeunesse et son décanat, ses religieux et son clergé, ses politiques autant que ses juristes, ses opérateurs économiques, ses étudiants, écoliers, enseignants autant que ses talentueux artistes, bref, la Guinée sait que les Guinéens qui l'aiment lui feront l'honneur de réserver un accueil digne, enthousiaste et légendaire à son illustre hôte. La Guinée reçoit l'émir des croyants. La Guinée, terre de Karamoko Chérif Amidou de Nikirai, de Tcherno Ibrahima Diallo de Timbo, de Karamoroba de Touba, de Tcherno Ali Boubandjan de Labé, Cheikh Fantamadi Chérif de Kankan, bref, tous ces grands thaumaturges, savants et visionnaires ont fait le vœu de voir un jour un descendant du Rasoul d'Allah, l'ami de Dieu, fouler la terre qu'ils ont aimée. Ce vœu aujourd'hui est réalité. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, commandeur des croyants, appartient à la plus ancienne des dynasties descendantes du prophète d'Allah. Depuis 12 siècles, la dynastie alaouite incarne de plus éminents titres du khalifa et de l'imama islamique. En cette troisième république, Dieu, dans sa miséricorde, nous a gratifié enfin de la visite d'un arrière-petit-fils de son prophète loyal et sincère, le sceau de la prophétie Muhammad, et réalise le vœu de nos 5 Karamoko qui ont béni la Guinée et les Guinéens. Conakry reçoit Sa Majesté le roi du Maroc. C'est la grâce de Dieu. Il en gratifie qui il veut. Dieu est le maître de la grâce insigne. Conakry, pour l'événement capitale du Maroc, va représenter la Guinée. Sa Majesté va passer la nuit chez elle, s'enquérir de questions qui l'intéressent, prodiguer des conseils aux musulmans. Dieu a voulu cette année que Conakry reçoive un prince de son prophète bien-aimé. Conakry saura imprimer à l'événement sa marque indélébile, avec sa disponibilité légendaire, son sourire joyeux et franc, pour que chaque mètre carré de sa presqu'île retienne la bénédiction de son hôte de marque. Pour cette visite bénie, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République, renforce la passerelle d'une coopération guinéo-marocaine dont les racines historiques remontent au XVIIe siècle, précisément en l'an de grâce 1672, quand l'Empire chérifien a établi sa puissance, sa sécurité et sa crédibilité avec l'appui des Guinéens sur la marocanité du Sahara. Bienvenue à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, ami de la Guinée. Comme vous le savez, le roi Mohamed VI est attendu à Conakry. Les autorités guinéennes soutenues par la population s'activent pour embellir la capitale. Les grandes artères ont du coup changé de physionomie. Cette nouvelle splendeur a attiré l'attention de notre reporter Tcherno Ousmane Diallo. Pour accueillir le roi du Maroc, Conakry fait sa toilette. La ville reprend peu à peu son lustre d'antan. Les principales artères sont assainies, les espaces verts aménagés. Remplacer ces plans morts et organiser maintenant l'arrosage pour que les plantes puissent reprendre leur blason d'antan pour donner un beau panorama à l'environnement de la capitale. Cet engagement traduit l'importance de la visite officielle du roi du Maroc. Ici, chacun s'y met à sa manière pour faire du séjour du roi un moment inoubliable. Pour ces femmes, c'est aussi l'occasion de prouver à l'hôte l'hospitalité guinéenne. Nous travaillons par groupe. Nous travaillons les nuits d'ailleurs, puisque les véhicules nous embêtent. Mais les nuits, nous travaillons. Mohamed VI s'était déjà rendu en Guinée à l'occasion des obsèques du feu président Ahmed Sékou Touré. Il était alors prince du royaume chérifien. Dans quelques jours, il sera à Conakry, cette fois en tant que roi du Maroc, et dans un contexte différent, avec une capitale qui affiche une nouvelle image.
Poursuivant leur offensive d'assainissement de la capitale, les forces de défense et de sécurité ont fait une halte à la mosquée Faisal, au Palais du Peuple et la place des Martyrs. Ces endroits ont été débarrassés des immondices qui dégradent l'image de notre capitale. Les travaux ont été supervisés par le chef d'état-major des armées. Lieutenant Zézé Camara nous signe ce reportage. Les forces de défense et de sécurité de la capitale étaient encore fortement mobilisées ce matin pour assainir la mosquée Faisal, le mausolée des héros, l'esplanade du Palais du Peuple et la place des Martyrs. Cette action salvatrice, qui est devenue une tradition pour l'armée guinéenne, vient renforcer cette fois-ci le programme d'assainissement initié par le gouvernement à l'occasion de la visite annoncée du roi Mohamed VI du Maroc en Guinée. L'armée, la police, la gendarmerie, la douane, et je crois que c'est des actions de fierté qui nous animent aujourd'hui. Nous-mêmes, nous sommes sur le terrain en rapport avec le chef d'état-major pour coordonner toutes ces actions. L'implication des forces armées guinéennes dans l'assainissement de la capitale et des villes de l'intérieur traduit la volonté de l'autorité militaire à faire des actions civilo-militaires un outil privilégié de renforcement des liens de fraternité et de solidarité entre civils et militaires. Dans la réforme des forces de défense et de sécurité, il y a une action prioritaire qui est là-bas, des relations civilo-militaires. Il faudrait que les militaires soient très proches des civils et contrairement que les civils sentent à eux que les militaires ne sont pas une menace mais plutôt des parents, des frères de lait qui ne sont revêtus que de la tenue militaire. Mais l'objectif recherché, c'est à ce que le peuple, la mosaïque soit une et indivisible. Si aujourd'hui nous venons pour faire le nettoyage au nom de l'armée, c'est tout à fait normal et ce n'est pas la première fois. En outre, cette activité contribue à l'hygiène publique, bénéfique à la santé de la population. Toujours dans les préparatifs de l'arrivée du roi, la visite du souverain marocain s'annonce bien à Conakry. Les actions civilo-militaires de l'armée royale marocaine ont débuté ce lundi avec l'implantation d'un hôpital militaire médico-chirurgical de campagne au Palais du Peuple. Des soins gratuits seront ainsi donnés aux civils et militaires guinéens. Commandant Mohamed Kassé. C'est sous l'esplanade du Palais du Peuple que l'armée du royaume marocain s'active dans le cadre civilo-militaire à donner des soins aux civils et militaires guinéens. Cet hôpital militaire médico-chirurgical marocain a déjà à son actif plusieurs soins en faveur de nos patients. Donc on est là pour faire une mission humanitaire, une mission sanitaire et une mission de coopération et d'échange d'expérience de chacun d'entre nous dans le cadre du domaine de la santé. On va prendre tous les malades en général, civils comme militaires. On va leur donner gratuitement tous les soins. Ceci est un acquis déjà dans nos relations avec le Maroc. Les médecins militaires du royaume chérifien et de l'armée guinéenne conjuguent leurs efforts pour rendre plus dynamique cette action civilo-militaire. Ces valeurs humaines que nous avons en partage nous ont permis de nous retrouver aujourd'hui ici. Elles nous permettent de communier entre nous dans un cadre de fraternité, dans un cadre qui nous unit depuis très longtemps parce que nos relations entre les deux pays sont très anciennes. Elles sont marquées par le sceau de la fraternité. Nous avons le partage des valeurs de solidarité, de respect mutuel et d'échange. Cette opération civilo-militaire se poursuivra pendant un mois pour le bonheur des heureux bénéficiaires, une manière de renforcer la coopération guinéo-marocaine. Autre chose à présent, le mouvement social de Guinée examine les difficultés qui ont particularisé les élections législatives du 28 septembre 2013. Objectif, amener les acteurs politiques à adopter des meilleures attitudes face à la loi et ce pour l'organisation des élections apaisées en Guinée. Occasion pour cette structure de situer le rôle qu'elle a joué pendant la crise de 2013. On retrouve une fois de plus Sékou Fernand Koroma.
Une pertinente évaluation des élections législatives du 28 septembre est une voie sûre pour l'organisation de scrutins apaisés dans l'avenir de notre pays. C'est dans cette perspective que le mouvement social de Guinée et d'autres organisations de la société civile planchent sur les conditions dans lesquelles ce scrutin s'est déroulé. Une rencontre qui va permettre aux participants de situer le rôle que le mouvement social a joué dans le processus de sortie de crise en 2013. L'exercice au séminaire d'évaluation vise à un examen de notre démarche commune et surtout à réfléchir sur ce que nous devons faire, ce qu'il est de notre devoir, ce qu'il est de notre responsabilité, pour que nous ne soyons pas seulement des observateurs des difficultés auxquelles notre pays peut être confronté, mais que nous soyons des acteurs régulateurs. Avec les travaux qui vont ponctuer cet atelier, des propositions concrètes seront faites et l'on envisagera des initiatives qui pourraient permettre d'embrasser des élections apaisées. Quand on se dit il faut à tout prix que l'on gagne ces élections, quel que soit le pays qu'on y met, je pense que là ce n'est pas une très bonne chose. Et cela malheureusement se vérifie dans les différentes élections qu'on a eues dans ce pays-là. Et je pense que c'est à ce niveau qu'on doit réfléchir sur les mesures à prendre, non seulement de la part de l'État, mais de tous les acteurs politiques, pour arriver vraiment à mettre en place un mécanisme qui pourrait nous épargner beaucoup de choses. Le mouvement social entend s'impliquer dans les différentes concertations entre les acteurs politiques pour que la Guinée connaisse des élections apaisées d'ici aux prochaines échéances électorales. Comment insérer les jeunes diplômés dans la vie socio-professionnelle? La question a fait l'objet d'une conférence débat à l'université Lassana Conté de Sonfonia, organisée par la 6e promotion du système LMB du département de sociologie. Le conférencier a donné des approches de solutions afin que les diplômés soient actifs dans la société. Adiatoubari, Sadoubari, reportage. Les statistiques révèlent que plusieurs jeunes diplômés sont à la recherche d'un premier emploi en Guinée. À l'université de Sonfonia, les étudiants en licence 2 du département sociologie sont inquiets. L'année prochaine, ils seront sur le marché de l'emploi. Selon les experts, certaines formes de délinquance juvénile s'expliquent par le chômage des jeunes. Pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés, le conférencier a ses recettes. Il faut d'abord se doter d'une nouvelle politique nationale qui va distinguer au moins deux paramètres. Le premier paramètre, en prenant en considération les secteurs porteurs de l'emploi, et puis le deuxième paramètre, c'est de distinguer entre trois catégories qui n'ont pas les mêmes demandes. C'est ceux qui sont diplômés du système éducatif, de l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et professionnel, ceux qui sont sans instruction, c'est-à-dire qui n'ont pas fait l'école, et les déscolarisés. Cette nouvelle politique doit mettre de l'avant le renforcement de la capacité de la GIP à jouer son rôle d'interface entre d'une part ceux qui offrent de l'emploi, mais aussi ceux qui demandent de l'emploi. À travers la mise en œuvre de toutes ces propositions par les acteurs politiques, beaucoup d'observateurs pensent que la question de l'emploi jeune sera résolue dans les prochaines années. Avant de nous quitter, nous vous proposons la suite de notre série de reportages sur Conakry Express. Ce train transporte plus de 7000 passagers par jour. Malgré le service immense rendu par ce moyen de transport à la population, il ne dispose pas encore d'une voie ferrée propre à lui et le rôle sur les rails de la compagnie CBK. Maroufba. Conakry Express, avec ses 13 compartiments équipés de matériel moderne, la locomotive est dotée de 3 groupes électrogènes de 400 kVA chacun, une salle de commande numérique pour la climatisation et l'éclairage. Pour la maintenance de ces appareillages, Conakry Express dispose d'une équipe de techniciens qui veillent au grain. Avant qu'on ne bouge, nous devons être sûrs que le système de frein est opérationnel, parce que c'est un monde que nous transportons. C'est des opérations que nous faisons tous les jours de 5h30 du matin avant le départ à 15h30 du soir. Nous commençons notre visite. À chaque voiture, je regardais ici si le frein
est assuré, le freinage est assuré. Cela nous rassure que les patins sont sur leur place. Mais ça, c'est valable pour toutes les voitures. Tout ce système fonctionne grâce à une alimentation en carburant de plus de 20 000 litres par semaine. En dépit de son équipement moderne, Conakry Express ne dispose pas de sa propre voie ferrée. Elle emprunte les rails de la compagnie minière Sebeka. Ça a nécessité l'établissement d'un protocole d'accord pour une période d'1 an. Et nous avons donné l'accord de circuler sur la voie Sebeka en nous affectant des plages horaires qui se situent le matin entre 6h30 et 10h et le soir entre 16h30 et 20h. Outre cette situation, la locomotive fait souvent l'objet de vandalisme de la part de jeunes manifestants dans la banlieue de Conakry. Ainsi s'achève cette édition de nos informations. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent suite de programme à notre compagnie. Bonsoir.